C'est dans la région de Mangalore que Pranya Chopra, une ethnologue indienne, s'est installée pour créer la fondation Anemane, qui signifie la demeure de l'éléphant. Waouh! Bonjour! Salut, comment tu vas? Ça va? Ouais, bien. Ravi de te rencontrer. Laure, Ravi de te rencontrer aussi. c'est chez toi ici? Ah non, c'est pas chez moi là. Ah, c'est pas chez toi ici? Non, on a besoin de laisser le camion parce que ça rentre pas dans la forêt, il y a trop de gadou, il y en a des petites pistes, on a besoin de prendre le jeep. Les éléphants passent et mon camion il passe pas? Il passe pas, c'est sûr. Bon, bah écoute, on prend nos affaires et puis on va avec Allez, toi. on y va. Allez. Après des études à l'université de Londres, Pranya a décidé de tout quitter et de s'installer en Inde, au cœur de la forêt, pour se consacrer exclusivement à sa passion, la sauvegarde des éléphants. En 15 ans, elle en est devenue l'une des plus grandes spécialistes. Le camion il passe pas ici parce que les arbres ils sont trop serrés, il passe pas. Les Indiens ont domestiqué les éléphants depuis plusieurs centaines d'années. Maintenant qu'ils sont remplacés par des machines, leurs propriétaires ne prennent plus la peine de s'en occuper et des milliers d'éléphants domestiques sont laissés à l'abandon. Depuis 2002, Pranya tente de trouver des solutions pour qu'ils retrouvent leur place dans la nature. Une mission très délicate qu'elle mène avec les membres d'une tribu locale qui connaît la forêt comme sa poche. Alors, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? On va essayer de séparer nos éléphants des éléphants sauvages. On va voir. Ce n'est pas gagné. C'est pas facile? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que quand on approche nos femelles, il y a des éléphants sauvages juste à côté. Et ils s'approchent de nous et... Et ils peuvent être dangereux? Bien sûr, ils sont curieux et on ne sait jamais ce qui peut se passer la minute d'après. Ces derniers temps, les éléphants sauvages ne s'approchaient pas du camp. Mais en ce moment, ils viennent tout le temps. Ce sont de très belles femelles. Yes. Oui, Each has its charm. chacune a son charme. Et il suffit d'un jeune mâle pour attirer les éléphantes. Ils s'amusent beaucoup. Ils prennent du bon temps. Have fun. L'Inde abrite la plus grande population d'éléphants sauvages au monde. Et dans les régions où leur territoire est lentement grignoté par l'agriculture, les conflits avec les humains explosent. Pourtant, de moins en moins d'Indiens apprennent à comprendre le comportement de ces animaux. Un savoir-faire ancestral se perd. Pranya laisse ses 3 éléphants en semi-liberté pour observer comment ils se comportent au contact des éléphants sauvages. Chaque jour, c'est le même rituel. Pour éviter que Kunti, Dharma et son petit ne s'aventurent sur des terres agricoles, il faut partir à leur recherche et les attirer vers le campement avec de la nourriture. Ah, les éléphants! Les éléphants! La maman et le bébé! Tu vois, papa? Les éléphants! J'arrive! T'inquiète pas, elle va pas t'embêter. Elle vient voir si t'as des bananes. L'éléphant est le plus grand animal terrestre et en nourrir 3 coûte très cher à l'association de Pranya. Chaque jour, il faut leur fournir près de 600 kilos de fruits, de feuilles et de racines. Elles sont magnifiques. Ils sont gros? Oui. C'est un collier GPS pour qu'on puisse les suivre partout, depuis n'importe où dans le monde.
Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça nous permet de comprendre leurs déplacements, de savoir où ils vont, pourquoi ils vont dans certains coins et pas dans d'autres. Est-ce que c'est pour rencontrer d'autres éléphants? Est-ce que c'est pour la nourriture, pour l'eau? On peut aussi voir leur parcours migratoire. C'est bien. Ça fait longtemps que j'ai envie de retirer ces chaînes. Mais si on leur enlève, les gens, surtout ceux qui ont des champs, ne savent pas qu'ils ont un propriétaire et ils essayent de leur tirer dessus pour les faire partir. S'ils se rendent compte qu'ils appartiennent à quelqu'un, ils ne tireront pas. Mais j'aimerais trouver une autre solution que ces chaînes. Sans relâche, Prania tente de donner aux éléphants domestiques une chance de se réadapter à la vie sauvage. Un travail de longue haleine dont l'issue reste très incertaine. Et donne aussi la paille aux petits? Ouais. Pour se nourrir, les éléphants sauvages parcourent plusieurs kilomètres par jour avec un groupe d'une vingtaine d'individus. La première étape de leur réinsertion est donc de leur trouver une nouvelle famille. Oui, mais de l'incendie. Ouais. Avant de trouver ce lieu, je n'avais aucune raison d'avoir un éléphant. Garder un éléphant dans un environnement humain, comme un élément de décoration, ça aurait été stupide, parce qu'ils ont besoin de leur propre environnement. Ils ont besoin de brouter, de grignoter dans la nature, et ils ont surtout besoin d'interaction avec d'autres éléphants. C'est essentiel. Dans un environnement humain, ils sont trop nourris. Ils ne font pas d'exercice, et la plupart du temps, ils n'ont pas d'interaction sociale. Ça détériore la santé physique et mentale de l'animal. Les réintroduire dans leur environnement d'origine permet de comprendre comment fonctionne la réadaptation et combien de temps ça prend. Pour un animal, il n'y a rien de mieux que de revenir lentement à la vie sauvage. Au cœur de la forêt, la nuit tombe sous le tropique du Cancer. Une nuit comme les autres pour les éléphants, mais une nuit particulière pour les enfants. Aujourd'hui, c'est Noël et on mange un gâteau au chocolat pour Noël et après on va allumer le sapin. Enfin, on a des cadeaux. Et va voir, moi, quand je suis grande. Et va voir. Et moi aussi. Et moi aussi. Les gâteaux, le chocolat, les gâteaux super faits. Tu aimes? C'est bon? Yes. T'es comment? T'es comment? Un beau sapin. Roi des forêts. Qu'est-ce que tu fais avec tes chaussons? Je vais les mettre sur le pied des sapins. Montre-moi ce que t'as. La chaussette. T'as des chaussettes, Jojo. Bon, bah ça marche aussi, les chaussettes. Allez, on y va. On met ici. On met la tête là. On met la tête là. Oh, ça, c'est très bien. Allez, Martin, au lit. Ce matin, il fait 7 degrés. Quand on se réveille, c'est un peu hard. Alors que la journée, il fait 25, voire un peu plus même, je pense. 25 degrés facile. Donc on est en t-shirt toute la journée et la nuit, on se pèle.
bébé dans le ventre. T'as vu son ventre comme il est gros? Ouais. Et si tu regardes bien, le bébé il pousse des fois. T'as vu? Et alors ton petit zigote? L'éléphant est connu pour être la clé de voûte de l'écosystème. Grâce à son système digestif, beaucoup de plantes qui ne pourraient pas germer seules le font après être passées dans l'intestin de l'éléphant. La graine tombe avec la bouse et germe grâce à ce compost. Voilà l'équilibre naturel. C'est avec l'intervention de l'homme que les problèmes arrivent. Donc oui, l'éléphant est très important pour préserver la biodiversité, surtout en forêt. On ne pourrait pas recréer une forêt naturelle. Ces derniers temps, Dharma et Kunti attirent souvent de jeunes mâles jusqu'au campement. Pour Prania, c'est un bon signe, car cela signifie que ces femelles commencent à renouer des liens avec les éléphants sauvages. Mais pour les habitants du camp, c'est aussi une menace qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mani. Mani. Prania et son équipe sont obligés de pousser des cris pour effrayer le jeune intrus. Nos femelles sont rentrées parce qu'elles avaient soif, mais celui qui était avec elles est un éléphant sauvage. C'est dangereux. Il y a plein d'enfants. Il y a du monde ici. Tu as dit que les vieux mâles étaient moins dangereux que les jeunes? Oui, parce que les jeunes mâles ne savent pas encore comment affirmer leur virilité. Et comme ils sont jeunes, ils sont aussi curieux. Alors oui, ils sont dangereux. Et il y a souvent des accidents avec vos hommes? Ça arrive de temps en temps. Mais comparé aux accidents de la route, c'est rien du tout. À bord de son pachyderme d'acier, la famille reprend la route vers l'est pour rejoindre la ville expérimentale d'Auroville, à une dizaine de kilomètres au nord de Pondichéry. Cette cité utopique a beau être connue dans le monde entier, elle n'est pas si facile à trouver. Auroville? C'est par où, Auroville? Par là? Par là? Merci. Auroville. Alors la première chose à faire à Auroville, c'est de se procurer la carte pour pouvoir faire ses achats, ses commissions, puisqu'ici personne ne manipule d'argent. Et la deuxième chose, c'est de trouver un scooter électrique si possible pour pouvoir se déplacer, puisqu'Auroville est quand même très grand. Allez, on y va. On va chercher la carte. La cité d'Auroville s'étend précisément sur 20 km². Et c'est une Française, Mira Alfassa, qui eut dès les années 30 l'idée de cette cité idéale dédiée à l'unité humaine. Son projet était de créer une ville capable d'accueillir tous les hommes de bonne volonté pour qu'ils puissent vivre libres et en paix, sans distinction de croyance, d'opinion politique ou de nationalité. Au cœur de la cité, ce gigantesque globe doré, appelé Matrimandir, abrite l'âme du lieu et la mémoire de celle qui imagina cette ville utopique.
La famille de Martin a rendez-vous avec une Eurovillienne. Viens, tu vois cet arbre? I show you. Chine, ce grand arbre, quand je plantais, c'était comme ça. Avec quelques pionniers, cette Suédoise a vécu les premières années d'Euroville. Tout a commencé avec un très grand rêve et rien d'autre. Un désert, avec le rêve fou de pouvoir y créer une ville. À cette époque, des communautés étaient dispersées tout autour du monde. C'était une réaction contre la société très bourgeoise qui avait le pouvoir jusque-là. Nous étions jeunes. La plupart d'entre nous venaient de finir leurs études. Mais globalement, tous ceux qui sont venus ici n'ont pas exercé le métier qu'ils avaient appris. Maintenant, c'est sans doute différent. On recherche des gens avec des compétences particulières. À l'époque, ce qui comptait, c'était la bonne volonté, l'enthousiasme et l'envie de faire partie de cette aventure, car c'était une aventure. Pourquoi s'installer ici? Pourquoi? Et comment faire avec ces conditions épouvantables? Vous savez, c'était presque le pire endroit qu'on pouvait trouver. Cela ne nous a pas fait peur. Cela ne nous a pas arrêtés. Pour bâtir la cité, les premiers habitants ont dû se contenter de ce que la nature locale avait à offrir, c'est-à-dire pas grand-chose. À l'origine, ces huttes devaient être provisoires. Elles étaient prévues pour durer de 6 mois à 1 an. Les gens qui construisaient le Matri Mandir habitaient ici. Ils allaient travailler là-bas, puis ils revenaient. Mais depuis plus de 40 ans, on continue à vivre dans ces huttes. Petit à petit, elles évoluent et maintenant, on les construit en dur avec des toits en tuiles. Il y a beaucoup d'habitats différents à Euroville, mais la propriété privée n'existe pas. La plupart des habitants font construire leur maison, mais lorsqu'ils décèdent ou s'ils la quittent pendant plus de 5 ans, elle redevient la propriété de la communauté. Là, il y a une petite cuisine. Et on utilise cette pièce comme chambre. On ne peut pas dormir sans moustiquaire. Le principal problème de ces huttes concerne les enfants, notamment les petits. Pendant la saison des pluies, il y a beaucoup de scorpions qui entrent. On ne sait jamais où ils sont. Les serpents entrent aussi. C'est à cause du toit qui touche le sol. C'est facile pour les serpents de monter. Maintenant, j'aimerais bien habiter une maison en dur, parce que j'ai 2 enfants. Il y aurait plus de place pour qu'ils puissent jouer. Peut-être. J'ai demandé à mon mari. On ne peut pas encore, mais bientôt peut-être. De la hutte à la maison design, on trouve toutes sortes d'architectures à Euroville. Mais leur point commun est d'utiliser des matériaux et des techniques respectueuses de l'environnement. Environ 2500 personnes y vivent actuellement, mais la cité a été conçue pour accueillir 50 000 habitants. Pour tenir ce pari sans empiéter sur la nature, les Eurovilliens ont compris qu'il fallait densifier l'habitat. Ils ont donc commencé à bâtir de petits immeubles. En mélangeant la terre rouge de la région à quelques poignées de ciment pour stabiliser la préparation, les bâtisseurs d'Euroville fabriquent eux-mêmes des briques de terre crue comprimées. Contrairement aux briques de terre classiques qui doivent être cuites, cette technique ne consomme aucune énergie et permet de construire à moindre coût. Beaucoup d'habitants viennent se fournir ici. On utilise cette machine toute simple et on n'a pas besoin d'énergie pour faire ça. Une équipe de 7 personnes peut produire 850 briques par jour. C'est leur objectif et en général, ils terminent en 7 heures. Ces chantiers sont un laboratoire permanent pour les équipes de Satprem Maini. Cet architecte français dirige l'Institut de la Terre d'Euroville, qui explore de nouvelles techniques de construction durable.
On fait les blocs sur le chantier ou très près du chantier. Donc on n'a pas de transport, donc ça évite encore consommation d'énergie pour le transport. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on utilise une main-d'œuvre locale. Donc qui dit main-d'œuvre locale, ce qu'on va donner, donc, c'est de là un travail, donc un salaire à des gens qui sont d'une certaine zone. Donc l'argent reste dans la zone où on construit. Alors que si on achète des briques cuites ou du béton ou de l'acier, eh ben, on paye de l'argent à des gens qui sont loin d'ici, donc ça ne favorise pas une économie locale. Les briques de terre crue ont également l'avantage d'être un très bon isolant qui préserve de la chaleur durant l'été et du froid au cours de l'hiver. Le jour où le bâtiment ne sera plus utile, elles se dégraderont sans polluer sous l'effet de la pluie. Et la terre retournera à la terre. On se sert d'une technique nubienne qui date de l'Égypte ancienne. Il n'y a pas besoin d'échafaudage pour construire ces voûtes. On place les fils et on suit la courbe. On colle les briques les unes aux autres. On utilise un mortier liquide en guise de colle. Il faut mouiller la brique, appliquer la colle sur les côtés et les coller immédiatement. Et vous pouvez marcher sur le toit? Oui, bien sûr. Dès que vous avez fini, vous pouvez marcher dessus parce que la force n'est pas verticale. Elle s'exerce sur les deux côtés. Une fois protégés de la pluie par une couche de chaux, ces bâtiments seront aussi résistants que nos immeubles en ciment. De nombreuses constructions en terre crue érigées il y a plusieurs centaines d'années sont d'ailleurs toujours debout. Mais il n'y a pas que les immeubles qui poussent à Auroville. Fred, Laure, Martin et Chine ont rendez-vous au sud de la ville, dans un secteur où la terre est particulièrement aride. Difficile d'imaginer que la jungle luxuriante qui entoure la cité n'était en 1968 qu'un vaste plateau désertique. Les premiers Aurovilliens ont dû créer un réseau de talus, de réservoirs et de barrages pour éviter que le peu de terre qui restait soit emporté vers la mer à chaque mousson. Une fois l'érosion stoppée, la replantation pouvait débuter. En 4 décennies, plus de 2 millions d'arbres et d'arbustes ont été plantés. Au Pebble Garden, le jardin de cailloux, Deepika et Bernard, 2 ingénieurs agronomes, ont découvert comment faire pousser fruits et légumes sur 3 hectares de cailloux. Ce ne sont pas juste des belles fleurs. Vous pouvez les manger. Oui, vous pouvez les manger. Ça a le goût des haricots. Nous voulions trouver une solution pour ces terrains gravement détériorés. Il n'y a pas qu'à Auroville que l'on trouve des terres aussi dévastées. Dans toute l'Inde, plus d'un tiers des terres agricoles sont dans cet état, totalement impropres à la culture et même incapables de supporter de la végétation. On a réussi à reconstruire un sol. L'objectif de notre travail, c'est de découvrir comment on reconstruit un sol sur un terrain aussi érodé pour qu'il supporte des cultures, pour qu'on puisse y cultiver des plantes dont on a besoin pour la consommation humaine. On suit certains principes. Par exemple, on ne veut pas d'apport extérieur. On ne veut pas apporter de la bonne terre d'ailleurs. Beaucoup de personnes nous demandent pourquoi persister à vouloir faire pousser de la nourriture dans ce sol. C'est impossible. Pourquoi ne pas apporter quelques camions de bonne terre venus d'un autre endroit? Nous, on pense que ce n'est pas la bonne solution parce qu'on détruirait un autre endroit pour reconstruire celui-là. Donc on voulait trouver une vraie solution. On s'est inspiré de la nature, on a observé les termites et on a trouvé des solutions. Comme les termites n'aiment pas le soleil, elles creusent le sol à la recherche de petites billes de terre qu'elles remontent en surface pour y construire leurs abris. Ce sont autant de richesses organiques et minérales qui sont à nouveau disponibles pour faire pousser des plantes. Je ne sais pas si celui-là, tu vois,
les termites ils vont commencer à désintégrer ce bois mort. Et là, tout ça, c'est de la terre sans cailloux. Ça, c'est notre exemple et notre aide. Et c'est comme ça qu'on va régénérer la terre. En profitant de la décomposition des feuilles mortes et de l'humidité amassée durant la saison des pluies, le couple imite depuis 20 ans le travail des termites pour tenter de redonner vie à ce sol. Et là, c'est des chilis, ça c'est des coriandres, chili, les piments. On fait pousser de la terre. Et les légumes, c'est que la conséquence. Par exemple, cette plante-là, on mange la feuille. Ouais, on mange la feuille, tu roules la feuille comme ça et tu le steam, c'est quoi, à vapeur ou bien sauté. Et puis tu le coupes en morceaux et tu manges. Bon. Des rouleaux. C'est comestible. Ce sont des haricots ailés. C'est une variété très productive de haricots. Avec ce que produit cette plante, on a plus qu'assez pour nourrir une famille. C'est vraiment très fertile, donc c'est une de nos variétés préférées. Maintenant, on a développé une collection de peut-être 90 variétés de graines. 90 des 130 espèces qu'on protège des maladies. Ce sont des espèces rares ou en danger qui ont besoin d'être réintroduites. Après, on les distribue à des fermiers ou à des agriculteurs dans toute l'Inde. Sur ce sol hostile, Deepika et Bernard ont réussi à faire pousser sans engrais des espèces rares de fruits et de légumes. 1, 2, 3, 5. 5 noirs. Mais à Auroville, il n'y a pas que la terre qui a droit à une seconde chance. Tous les déchets y sont soigneusement recyclés. Allez, au boulot. Tu sais en quoi c'est les canettes, Martin? C'est ce que c'est? Ouais, c'est de l'aluminium. Il n'y a aucune raison de jeter nos déchets, de les enterrer et de laisser les générations futures se débrouiller avec ça. Donc on doit tout utiliser et le faire de manière intelligente. Et on peut le faire. L'eau fait également l'objet de soins tout particuliers, et pas moins de 60 systèmes de traitement y sont expérimentés. Pour la philosophe Aster Patel, qui enseigne à Auroville, la sobriété dans l'utilisation des ressources est l'unique chemin possible vers un avenir serein. Nous avons laissé aller nos désirs à la consommation, à une vie matérielle plus riche et confortable, même plus que confortable. Mais nous sommes arrivés à un point où le confortable lui-même devient une punition, parce que nous ne savons pas quoi faire avec tant de choses. Il faut aller de l'avant dans l'évolution de l'homme. Nous devons arrêter de penser en fonction de nous-mêmes, de notre famille ou même de notre groupe. Il faut que nous commencions à ressentir ce que nous faisons et ce que nous voulons à l'échelle du monde avant de produire de nouveaux biens matériels. La seule chose que nous voulons, c'est que la nature soit à notre service. Ce n'est pas la bonne attitude. Être entouré de quelques arbres, partir en vacances à la montagne ou à la mer, ça, ce n'est pas vivre avec la nature. Vivre avec la nature, c'est lui faire une véritable place dans notre être intérieur. Et les autres, on va les éplucher pour les planter. Des graines. Alors, Chine, on va faire un trou ici, par exemple. Je veux la mettre. Voilà, recouvert. Et hop, on revoit les graines. Et hop, et hop. Voilà. La terre, l'eau et le soleil. Sur les toits de la cuisine centrale d'Auroville, Martin et Chine découvrent des centaines de petits miroirs. Les habitants appellent cette installation le bol solaire. Tu vois, alors le soleil, il fait deux choses.
maintenant, il nous éblouit. Et quand il y a trop de lumière, on a besoin de mettre des lunettes noires. Et il nous chauffe. Alors on peut transformer la lumière en électricité avec des panneaux photovoltaïques. Et on peut aussi récolter la chaleur, la concentrer pour que ça soit encore plus chaud. Donc on a beaucoup de miroirs qui vont apporter toute l'énergie du soleil sur un serpentin. Et dedans, on va faire circuler de l'eau et cette eau va se mettre à bouillir. Et on va emmener cette eau dans les pots avec lesquels on fait la cuisine. C'est comme ça qu'on fait la cuisine ici. Gilles Guigan habite Auroville depuis 20 ans. Et c'est lui qui dirige le centre de recherche sur l'énergie solaire. Ça, ce sont les chaudières. Quand le système solaire n'est pas capable de produire suffisamment de vapeur, automatiquement, une chaudière diesel se met en route. Ici, vous voyez les enfants, c'est là qu'on fait la vaisselle. OK? Ici, la vapeur vient comme ça. Donc on ouvre ou on ferme ici. La vapeur va ici par l'axe de rotation. Il va dans le pot, entre les deux parois. Et elle sort par le fond, comme ça. Ici, il y a un tuyau. Et là, il y a un truc qui s'appelle un piège de vapeur. Si la vapeur a perdu son énergie et est devenue eau, elle s'en va. Si elle est toujours sous forme de vapeur, elle reste jusqu'à ce qu'elle ait donné son énergie. Regarde. Tu vois, donc elle touille gentiment, mais elle n'a pas besoin de touiller très fort. Ça n'attachera pas. Elle n'attachera jamais. Parce que c'est pas au-dessus de 150 degrés. Est-ce que c'est meilleur pour l'aliment? C'est bien meilleur. Si tu avais une flamme en dessous, ça sera 300-400 degrés en bas. Ça brûlerait la partie basse et la partie alentour perdrait toute sa valeur nutritive. Tandis que là, ça ne perd pas du tout la valeur nutritive. C'est très bon. Mais c'est pas cuit à la vapeur dans ce sens-là. Hein. Il y avait plusieurs buts pour construire cette cuisine. Il y a d'une part le but de simplifier la vie, le fait que quelqu'un comme moi, par exemple, moi je déjeune et je dîne ici parce que comme ça, j'ai pas besoin de faire mes courses, j'ai pas besoin de penser à ce que je vais cuisiner et comment je vais le cuisiner, de ce qui est en train de pourrir dans mon frigo qu'il faut que je mange ou que je jette, et de faire la vaisselle, etc. Je viens manger ici, c'est tout. Aussi, ça nous permet d'utiliser beaucoup plus de produits d'Auroville, parce qu'il y a des choses qui poussent localement et que beaucoup d'entre nous ne savons pas cuisiner, etc. Donc ici, ils savent faire ça très très bien. Et il y a un but social aussi de pouvoir être ensemble, de partager quelque chose ensemble, etc. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont à la fois. Maintenant, on a voulu construire cette cuisine de façon à ce qu'elle soit le plus écolo possible. Et donc on a fait partout des cheminées solaires comme ça, qui font que la lumière naturelle vient par ici et que l'air chaud s'en va. Une cuisine, c'est toujours trop chaud, il fait toujours trop chaud dans la cuisine, spécialement dans un pays comme les tropiques. Donc on a un plafond qui est très haut et la chaleur s'en va. Qu'est-ce qu'on va faire, Chine? On va manger. On va où pour manger, Martin? On va manger à la cuisine solaire. Chaque jour, ce sont plus de 1000 repas qui sont servis dans cette cantine communautaire. Légumes, riz, idli, les Aurovilliens peuvent s'y rendre pour partager un repas exclusivement végétarien. Chaque repas coûte environ 3 €, mais personne ne manipule d'argent liquide à l'intérieur d'Auroville. Tout fonctionne avec un système de cartes. À la sortie de la cantine solaire, Martin et Chine croisent la figure mythique de l'un des protecteurs du lieu. Tu connais lui? C'est Ganesh. C'est une histoire très intéressante. C'est Parvati qui était la copine de Shiva. Quand elle avait assez, que Shiva rentre comme ça tout le temps chez elle. Parce que Shiva, c'est le maître de l'univers, etc. Et donc, avec son corps, elle a créé un être qui s'appelle Ganesh pour garder l'entrée de sa maison. En disant, tu laisses rentrer personne. Et puis, il y a Shiva qui arrive. Et puis, il y a le petit Ganesh qui est comme ça, qui lui dit, non, tu rentres pas. Et donc, il insiste, etc. Shiva, absolument furieux, lui coupe la tête. Et Parvati sort, absolument furieuse, et Shiva, tout repenti, dit non, non, bon. Et donc, il lui promet, il lui dit, écoute, le premier être vivant que je trouve, je vais lui prendre sa tête et la mettre sur ton enfant, et ne t'en fais pas, il sera très, très aimé. Et donc, le premier animal qu'il a trouvé, c'était un éléphant, il lui a coupé la tête, il l'a mis sur Ganesh. Et c'est comme ça que Ganesh a une tête d'éléphant.
Tout a commencé avec un grand rêve. Et quand on est ici au petit matin, ce rêve n'est toujours pas mort. Il vit toujours. Tandis que le reste du monde accélère, Auroville poursuit tranquillement son développement atypique. Si la cité est encore loin du monde utopique imaginé à l'origine, elle résiste, cherche, innove et essaie de prouver au monde entier qu'une autre voie est possible. Comme Martin peut-être, qui va bientôt reprendre la route à la recherche d'autres voies possibles.